Libye, le ministre grec des Affaires étrangères a rencontré Khalifa Haftar à Benghazi. C'était lors d'une tournée dans l'est du pays. Il s'est également rendu en Égypte et à Chypre, dans un contexte de tension avec la Turquie. Des responsables égyptiens, soudanais et éthiopiens réunis ce week-end à Khartoum ont dit avoir enregistré des progrès dans les négociations au sujet d'un barrage sur le Nil bleu, sans toutefois trouver un accord. Et puis au Bénin, l'Union des professionnels des médias était face à la presse. Elle fustige de multiples atteintes à la liberté de la presse, notamment l'interpellation de journalistes et la fermeture de la radio Soleil FM. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Libye, le ministre grec des Affaires étrangères en visite a rencontré le maréchal Khalifa Haftar à Benghazi. C'était lors d'une tournée dans l'est du pays. Il s'est également rendu en Égypte et à Chypre dans un contexte de tension avec la Turquie suite à l'accord maritime controversé d'Ankara avec le gouvernement de Tripoli. Reportage. Le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias, a effectué un périple éclair en Méditerranée sur fond de tension. Ce périple intervient alors que le gouvernement libyen d'union nationale, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, a signé fin novembre 2 accords controversés avec Ankara, l'un portant sur la coopération militaire que la Turquie pourrait apporter au gouvernement d'union nationale et l'autre sur la délimitation maritime entre les deux pays. L'accord signé entre Tripoli et Ankara permet à la Turquie d'étendre ses frontières maritimes dans une zone de Méditerranée orientale où d'importants gisements d'hydrocarbures ont été découverts ces dernières années autour de Chypre. Mais la Grèce, qui y voit une violation du droit maritime international et de ses droits souverains, ainsi que celui d'autres pays dont Chypre et l'Égypte, a appelé le 10 décembre l'ONU à condamner cet accord qu'elle a qualifié de perturbateur pour la paix et la stabilité dans la région. Nikos Dendias s'est rendu ce dimanche à Benghazi dans l'est de la Libye, au quartier général du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen avec lequel il a évoqué ces deux accords dénudés de fondement et contraires au droit international. Après ces discussions en Libye, le chef de la diplomatie grecque a redécollé pour l'Égypte, où il s'est entretenu avec son homologue égyptien. Il a ensuite rencontré son homologue chypriote à Larnaca. Le général Ahmed Gaïd Salah, puis son chef d'état-major de l'armée algérienne, pilier du régime depuis 1962, est décédé ce lundi à l'âge de 79 ans d'une crise cardiaque. La nouvelle est tombée ce lundi alors qu'il venait de jouer un rôle important dans la transition qui a conduit à la récente présidentielle suite à la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Sur le devant de la scène, après avoir arraché en avril la démission du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue, le général Gaïd Salah était le visage du haut commandement militaire qui a assumé ouvertement la réalité du pouvoir jusqu'à l'élection le 12 décembre d'Abdelmadjid Tebboune comme chef de l'État. Le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, est mort lundi matin d'une crise cardiaque, a annoncé la télévision nationale Algérie 3, donnant lecture d'un communiqué de la présidence de la République. Le président Tebboune a décrété 3 jours de deuil national et a chargé le général Saïd Changriha, commandant des forces terrestres, d'assumer l'intérim, a poursuivi la même chaîne de télévision. Né le 13 janvier 1940, engagé dès l'âge de 17 ans au sein de l'Armée de libération nationale, ALN, combattant le pouvoir colonial français selon sa biographie officielle, Ahmed Gaïd Salah était l'un des derniers représentants au sein de l'armée des anciens combattants de la guerre d'indépendance, un passé dont les dirigeants algériens ont longtemps tiré leur légitimité. Nommé chef d'état-major de l'armée en 2004 par le président Bouteflika, il détient le record de longévité à ce poste. Mais il était vite devenu très impopulaire au sein du mouvement de contestation en apparaissant comme le garant de la suivi du système qui dirige l'Algérie depuis 1962.
Son décès survient 11 jours après une présidentielle qu'il avait tenu à organiser le 12 décembre pour élire un successeur à Bouteflika, malgré l'opposition farouche du Irak qui voyait ce scrutin comme une manœuvre du système pour se régénérer. Le dialogue politique mené à Bamako pour tenter de trouver une solution à la crise provoquée par les attaques djihadistes dans laquelle s'enfonce le Mali s'est achevé ce dimanche par un appel à de nouvelles élections. Les participants ont également appelé à une révision de la Constitution. Voici les images. Réunis depuis le 14 décembre dernier, les participants, membres de la société civile et de la classe politique, ont préconisé ce dimanche la tenue d'élections législatives avant mai 2020 et l'organisation d'un référendum sur une révision de la Constitution. Une proposition de révision datant de 2017 et visant à développer la décentralisation avait été bloquée par l'opposition au Parlement. Convoqué par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le dialogue national inclusif vise à reprendre la main après une récente résurgence des violences communautaires et djihadistes au Mali. Mais les discussions ont été boycottées par la plupart des partis d'opposition, notamment la principale formation d'opposition, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, qui estime que ce dialogue n'est pas inclusif. Parmi les rares mouvements d'opposition ayant participé aux discussions figurait la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes rebelles signataires d'un accord de paix avec Bamako en 2015. Depuis septembre, les insurgés islamistes ont tué plus de 140 soldats maliens au cours d'une insurrection qui s'étend depuis 2013 et d'autre part, des affrontements sanglants ont opposé récemment éleveurs peuls et cultivateurs dans le centre du pays. L'échec à trouver une solution militaire aux violences a nourri le sentiment chez certains qu'un dialogue avec les djihadistes permettrait de sortir de la crise. Mais le président n'a pas évoqué ce dimanche un éventuel dialogue, bien que de nombreux délégués aient soutenu cette option durant les discussions. Depuis 4 mois et pour la première fois depuis sa signature, les réunions du comité de suivi de l'accord ne se tiennent plus. Périple du président français en Afrique de l'Ouest. Après Abidjan, Emmanuel Macron a effectué une dernière visite à Niamey où il a salué la mémoire des 71 soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur à la suite de l'attaque terroriste du camp militaire d'Inates. À son arrivée, le président français Emmanuel Macron a été accueilli par son homologue nigérien Issoufou Mahamadou à l'aéroport international Dior Amani de Niamey. Les deux hommes d'État ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête avant de se rendre au Carré des Martyrs situé à quelques encablures de la base aérienne de Niamey. Ils se sont recueillis sur les tombes des 111 soldats morts le 10 décembre dernier après l'attaque du camp militaire d'Inates, non loin de la frontière malienne. Emmanuel Macron a condamné ce acte barbare et déploré le développement de sentiments anti-français dans le Sahel chaque fois qu'un problème se pose. C'est pourquoi il a réitéré son exigence de clarification au chef d'État du G5 Sahel qu'il invite à Pau le 13 janvier prochain pour un sommet. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CEDEAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Le président Macron et son homologue Issoufou ont, au terme de la conférence de presse, visité la base militaire française où ils ont eu des explications sur sa mission et ses opérations depuis son installation dans le pays. Une base qui n'en est pas une au sens propre du terme, car elle sert d'appui logistique à la force Barkhane. Les chefs d'État du G5 Sahel iront à Pau avec une position commune. Ils l'ont décidé à l'occasion du sommet extraordinaire tenu à Niamey le 15 décembre dernier. Ils ont justement besoin de clarification et de plus d'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme.
Ils doivent ainsi harmoniser leur position avec leur allié, la France, pour lever toute ambiguïté. Des responsables égyptiens, soudanais et éthiopiens réunis samedi et dimanche à Khartoum ont dit avoir enregistré des progrès dans les négociations au sujet de la construction d'un barrage sur le Nil bleu. Ils n'ont toutefois toujours pas trouvé d'accord dans ce dossier qui suscite des tensions entre leurs pays. Les détails. Des progrès ont été enregistrés, mais des points de dispute subsistent entre les trois pays dans le cadre des négociations au sujet de la construction d'un barrage sur le Nil bleu. C'était lors d'une réunion des responsables égyptiens, soudanais et éthiopiens samedi et dimanche à Khartoum. Lors d'une réunion à Washington en novembre dernier, les trois pays s'étaient donnés jusqu'au 15 janvier pour trouver un accord. Les discussions entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, par lequel passe aussi le fleuve, sont bloquées depuis 9 ans. Le Nil bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Le Caire, qui souffre d'une crise de l'eau liée notamment à la surpopulation, craint que la construction du grand barrage de la Renaissance entamé en 2012 par l'Éthiopie n'entraîne une réduction du débit du Nil bleu si le remplissage s'effectue trop rapidement. Le fleuve fournit 97% des besoins en eau de l'Égypte et ses rives abritent 95% des quelques 100 millions d'habitants du pays. L'Éthiopie a annoncé que le gigantesque barrage de 4 milliards de dollars devrait commencer à produire de l'électricité d'ici fin 2020 et serait complètement opérationnel d'ici 2022. L'infrastructure est censée devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6000 mégawatts. L'Union des professionnels des médias du Bénin était face à la presse ce lundi. L'UPMB a fustigé les multiples atteintes à la liberté de la presse. Dernier cas en date, l'interpellation du journaliste Ignace Sossou de Bénin Web TV et la fermeture de la radio Soleil FM. On écoute. L'Union des professionnels des médias du Bénin exprime ses vives inquiétudes au sujet des menaces constantes que fait planer le code du numérique sur le journaliste de sa mission d'informer le public. En exposant le professionnel des médias à la criette pour des délits de presse, le Bénin amorce un recul historique qu'il convient dès à présent de corriger pour continuer à faire de notre pays longtemps envié dans la sous-région en matière de liberté de presse. Actualité plus récente, la fermeture de la station de radio Soleil FM est une parfaite illustration des difficultés pour les médias du Bénin de s'épanouir dans un environnement sécurisé pour les médias et leurs acteurs. À cet égard, l'UPMB réitère son appel à l'endroit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et du gouvernement de notre pays pour sauver Soleil FM et ses employés exposés à la précarité de l'emploi, mais aussi et surtout pour prévenir de telles situations peu honorables pour l'image de notre pays. Il est reproché à Ignace Sossou d'avoir relayé et travesti sur sa page Facebook les propos du procureur de la République venu à l'occasion du forum animer l'une des communications prévues à cet effet. Informée de cette situation, l'Union des professionnels des médias du Bénin a dépêché une délégation à l'Office central de répression de la cybercriminalité au fin de s'assurer de l'exactitude de l'interpellation du confrère, des mobiles de son interpellation et de s'assurer de son lieu de garde à vue. La délégation de l'UPMB a échangé avec le journaliste Ignace Sossou ainsi que le procureur de la République, Mario Metonou. À l'issue des échanges avec les parties impliquées dans ce dossier et ayant reçu l'assurance que les diligences nécessaires seront faites dans les prochaines heures pour tourner cette page, l'UPMB saisit la présente tribune pour en appeler à la conscience professionnelle de tous les acteurs des médias du Bénin. Ainsi va la presse au Bénin. Merci d'avoir suivi cette édition. À très bientôt pour d'autres informations.